Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors des fois en regardant les épisodes de Star Trek Picard, on aimerait bien faire un peu de l'introspection dans la tête des scénaristes, pour y faire un peu le ménage, parce que le remplissage ça va bien 2 minutes, ou 2 épisodes. Engage. Once upon a time, there was a queen. She could feel danger in her bones. That's what happens when you live in a world where monsters are real. This should allow me into his mind. You sure that'll work? Not in the slightest. How long before she's strong enough to assimilate others? We're supposed to save the future, but we might have just doomed it. Alors bien sûr pour parler de l'épisode du jour, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un équipage d'élite avec le retour de notre capitaine au cerveau positronique et j'ai nommé Manu. Salut Manu. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Ah bah tout pareil. On a bien sûr avec nous notre Romulin relou Romain Brami. Salut Romain. Salut tout le monde, ravi d'être revenu parmi vous. Je croyais que tu allais dire ravi d'être loup. Ravi d'être loup. Aussi. Et on a aussi donc le retour de Manon qu'on avait déjà écouté il y a quelques épisodes. Salut Manon. Salut tout le monde, je suis un peu triste de pas avoir de surnom relou comme Romain. C'est vrai Guigui, tu fais plus le taf, hein. Avant tous les invités avaient un truc. J'avoue, je me suis fait un peu dépasser par les événements. Mais alors, du coup, de quelle espèce tu aimerais être dans Star Trek? Est-ce que tu voudrais être une humaine ou autre chose? Non, une Vulcaine. Une Vulcaine? Ouais, ok. Et quel grade? Attends, j'y ai pas assez réfléchi. Genre lieutenant. Lieutenant, ouais, ok. Donc lieutenant Vulcaine Manon. Bonjour Manon. Ah, mais tu dois pas rigoler par contre. Oui, parce t'as que plus t'es le droit une de rire, Vulcaine, c'est fini maintenant. Je vais rester stoïque. Ok, on fait ça. Ça va être dur. Alors avant de parler de l'épisode de la semaine, on va revenir rapidement sur notre financement participatif pour permettre l'organisation d'une projection événementielle de celui qui avait été élu par nous comme le meilleur film de la saga, c'est-à-dire Star Trek First Contact, qui est donc une séance qui sera suivie de l'enregistrement de notre podcast d'analyse sur le dit film, donc devant le public. Alors ça se passera le samedi 10 septembre à 18h dans le superbe cinéma Club de l'Étoile à Paris. Alors donc ça va se faire parce qu'on a atteint les 100%, on a même dépassé... Trop facile. Ouais, carrément en 48 heures. Et là on a carrément dépassé le palier à 125%. Donc du coup le fanzine qu'on vous offrira, qu'on offrira aux contributeurs le jour J, va donc être imprimé en format comics, donc un peu plus grand, dans une meilleure qualité de papier. Et maintenant on vise carrément les 170%. Si on les atteint, on va pouvoir faire un before, c'est-à-dire à partir de 16h, on va recevoir le public pendant 2 heures où on fera des dédicaces de nos bouquins, enfin moi en tout cas, mais on a plein d'autres petites activités qu'on pourrait organiser qui seraient très très sympas, histoire de se retrouver tous entre fans de Star Trek avant la séance. Je pense que ça serait sympa autour d'un verre avec 2-3 trucs à grignoter, ça serait vraiment un truc intéressant. Et toi Manon, est-ce qu'on pourra te compter parmi nous du coup? Mais bien sûr, parce que j'ai participé et que je trouve que c'est une super idée et que le meilleur film de Star Trek au cinéma, ça ne se manque pas quand même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui sont ravis d'aller le voir au cinéma parce qu'ils n'avaient jamais pu le voir à l'époque, sûrement parce qu'ils étaient trop jeunes. Comme moi, par exemple, mon premier film, c'était celui d'après, c'était Insurrection, donc je suis ravi de le découvrir au cinéma. Et il y a plein de gens qui l'ont vu au cinéma et qui sont ravis de le revoir, donc ça fait plaisir, quoi. Moi, c'était mon premier film Star Trek au cinéma que j'étais parti à Londres rien que pour ça, pour le voir tout seul. Donc avec ma maman qui m'avait accompagné, donc ça fait bizarre de le revoir au cinéma, franchement. Et sinon, autre news, c'est pas vraiment une news parce qu'on vous l'a déjà dit 15 fois, mais il y a Star Trek Prodigy qui commence ce lundi sur Nickelodeon, donc à raison de 1 épisode par jour. Je crois que c'est vers 18 ou 19h, donc on pourra regarder dans votre programme télé. Donc c'est une série qu'on vous conseille et puis dont on fera un podcast qui brassera les 10 premiers épisodes. On fera ça, je sais pas, au mois de mai ou au mois de juin, quand on aura le temps. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille vivement de la regarder parce que c'est vraiment une série qui n'est pas que pour les enfants, qui est vraiment une série très sympathique. Alors avant de commencer à parler de l'épisode du jour, on va revenir sur les épisodes précédents parce que Manu et Manon, ça fait quand même un petit moment que vous n'êtes pas venus. Qu'est-ce que vous avez pensé des épisodes précédents, toi Manu? Oh là. La dernière fois que je suis venu, j'étais plutôt positif, je crois. C'était les débuts de Picard, j'aimais bien. Depuis, ça patine. Ça patine, je trouve que la série sait plus trop où elle va.
On se plaignait, alors ça devait être sur le premier épisode justement, on avait une discussion sur est-ce que ça va pas un peu trop tout droit vers là où on pense que ça va et du coup il n'y a plus d'intérêt. En l'occurrence je m'attendais pas du tout à ce que ça aille par là. J'ai l'impression que la série change à tous les épisodes un petit peu, qu'elle tâtonne. Mais je m'attendais vraiment pas du tout à ça pour une saison de Picard qui la première elle est plutôt tout droit, enfin avait une intrigue générale plus contenue en fait. Là ça évolue avec le temps. Vraiment je les ai trouvés nuls et je pense les deux avant l'épisode de cette semaine. Grosse déception en ce qui me concerne pour cette saison. Donc en gros, toi, c'est les épisodes 5, 6 et 7 que t'as trouvé relou, quoi. C'était 8 cette semaine ? Ouais, c'était le 7 cette semaine, ouais. Non, le 7, je l'ai bien aimé du coup. On en d'accord. tout à l'heure. Mais tu m'as pas posé la question encore, c'est pour ça. Ouais, c'est parce que je l'ai gardé pour après. Et toi, Manon ? Un peu pareil que Manu, très clairement, si à l'épisode 7 on fait une comparaison avec la saison 1, je pense que je garde un bien meilleur souvenir de la saison 1 que l'impression que me laisse cette saison 2. On voyage pas assez, depuis du coup l'épisode 3 où on est arrivé en 2024 et en fait il se passe plus rien. En fait depuis qu'on arrive en 2024 il ne se passe plus rien et l'intrigue n'avance pas quoi, donc c'est vraiment problématique. Il y a Rios qui drague quoi. Non mais on y reviendra. J'adore Rios et j'aime toujours autant l'acteur par rapport à d'autres acteurs de la série, mais vraiment ça n'a aucun intérêt et en plus ça va, moins c'est bien écrit pour l'acteur je trouve, donc enfin bref c'est un détail, mais oui non en effet je trouve que on a beaucoup de personnages et qu'en fait on n'arrive pas du tout à les exploiter. Finalement l'intrigue elle tourne autour de Picard, c'est lent, c'est parfois un peu maladroit etc, mais les autres personnages qui tournent autour de lui il se passe pas grand chose. Je pense que peut-être l'aspect le plus intéressant ça pourrait être Jurati et la reine des Borg, mais bon il y en a pas dans cet épisode, mais voilà ça manque d'enjeu. On voit pas en fait le fil du recteur, on sait pas où on va et j'ai tendance à un peu m'ennuyer devant les épisodes, donc voilà, un peu déçu quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et toi, Romain ? Moi, je crois que j'étais là il y a 2 semaines. Je crois que j'ai juste raté le podcast de la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Je regrettais d'ailleurs parce que j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de dire sur l'épisode de la semaine dernière. Eh ben, vas-y. Le fait est que moi, j'ai un peu la même impression que Manu, en étant un petit peu moins catégorique sur la médiocrité des épisodes. Mais clairement, en fait, moi, si j'ai une comparaison à faire avec cette saison de Picard, ça me rappelle les mauvaises saisons de 24 heures chrono, en fait. C'est-à-dire que ça change tous les 2 épisodes. C'est ça, exactement. Mais vraiment, je suis sérieux là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'intrigue change à tous les 2 épisodes. En fait, tu arrives à un point où tu ne te rappelles même plus quelle était l'intrigue initiale de la saison, en fait, si tu veux. Et à chaque épisode, on te rajoute des nouvelles menaces sans forcément prendre le temps d'avoir résolu les problèmes des parties précédentes, en fait. Si bien quand même que j'ai réalisé un truc 24 heures après avoir vu le dernier épisode dont on va parler tout à l'heure, c'est que par exemple, l'intrigue de base, elle est quand même censée avoir été résolue à la fin du dernier épisode, en fait, puisque officiellement René Picard, elle est repartie, le discours que lui a tenu Jean-Luc a fonctionné et elle est repartie dans sa mission. Et en fait, c'est à peine évoqué, en fait. C'est-à-dire que la résolution de l'intrigue principale est à peine évoquée. Tu ne sais pas si vraiment ça a marché, tu ne sais pas si finalement, ça y est, le temps est revenu dans son cours initial. Et d'ailleurs, ça a l'air vraiment d'être très intéressant pour personne, en fait. Personne n'a l'air de s'en inquiéter vraiment. Et la question, c'est le pourquoi, et ça commence à être un petit peu développé dans cet épisode, je pense. Le pourquoi de la situation initiale, pourquoi Q a fait ça, en fait. Je pense que ça devient ça l'intérêt du truc. Ce que j'allais dire, tout pareil, c'est dès le début, en fait, c'est pourquoi Q a changé le temps. Qu'est-ce qui l'anime, en fait ? Qu'est-ce qui se passe avec le continuum ? Et moi, j'ai pas perdu de vue que finalement, le vrai fil conducteur de la saison, c'était ça. Donc du coup, le fait qu'on revienne au niveau de ces discussions, d'ailleurs, moi je suis étonné que ça n'ait pas eu lieu plus tôt, en fait, ce genre de conversation. En tant que Picard, la première fois où je rencontrais Guinan dans le passé, c'est une des genres de questions-là que j'aurais posé directement, en fait. Mais bon, bref. Mais quand même, enfin, bon, je suis d'accord avec vous d'un certain point de vue, mais la question quand même, c'était de ne pas avoir la Confédération, si tu veux. Et là, on sait même pas, et vraiment, ça a même plus l'air d'être, si tu veux, l'inquiétude des personnages. On ne sait même pas si la Confédération est toujours d'actualité ou pas, ou si ça y est, cette intrigue est résolue et il n'y a plus de Confédération. Je trouve ça vraiment, vraiment très curieux comme écriture. Je suis grave d'accord avec toi, Romain, parce que moi j'en viens même à me poser la question, est-ce qu'on est sûr que c'était ça la divergence ? Parce qu'en fait c'est un peu quelque chose, ils émettent l'hypothèse, mais comme
on s'inquiète pas tellement de comment on va rentrer, de comment vérifier que c'était bien ça la divergence, mais en fait, je suis d'accord avec Romain, quoi. C'est comme si on était passé à autre chose, alors que c'était quand même censé être quelque chose de super important, quoi. C'est exactement les méthodes d'écriture de 24 heures chrono, hein. C'est-à-dire que 24 heures chrono, t'es au 13e épisode, tu te rappelles absolument pas de quoi parler les 2 premiers épisodes. Généralement, il y avait une bombe nucléaire quelque part dans New York et tout, mais à partir du 13e épisode, c'était oublié, quoi. La bombe avait été récupérée. Ouais, ça fonctionnait pas mal par cycle de 8 épisodes, alors que là, ça change un peu plus vite. Et donc voilà, donc après j'ai plein de trucs à dire et je rebondirai plutôt sur des trucs de l'épisode d'aujourd'hui. Il y a quand même toujours des trucs que j'aime bien dans cette série, et en particulier quand on parlait de René Picard, il y a tous les sujets des problèmes d'anxiété qui ont été évoqués, et il y a une scène, le pep talk comme on dit, la scène de remontage de morale de Picard que j'ai vraiment beaucoup aimé la semaine dernière, donc ça j'aimerais un petit peu en reparler. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que par contre, comme souvent, et là on va avoir plein d'occasions d'en parler dans cet épisode, à chaque fois qu'ils font un truc cool, t'as l'impression que ils arrivent à le gâcher exactement 1 minute 30 derrière, en fait, si tu veux. Et dans le dernier épisode, t'avais cette très jolie scène, probablement la scène la mieux écrite depuis le début de Picard, entre René et Jean-Luc. Scène d'après, il se fait écraser par une bagnole devant René Picard. Apparemment René ça l'a pas atteinte plus que ça, elle est rentrée à la NASA, elle a fait ok les gars, j'y vais. Et tu vois, je trouve que c'est très symptomatique de cette série, c'est-à-dire que il y a des bonnes idées, mais pour une raison qui m'échappe complètement, c'est ruiné, pas ruiné c'est exagéré, mais c'est grandement atteint quelques minutes plus tard, si tu veux, quoi. Bah, pour revenir sur l'axe de la divergence, hein, comme on le disait la semaine dernière, hein, pour moi, c'est pas certain que ce soit René Picard, parce que même s'il y a effectivement des indices qui pourraient aller dans ce sens-là, mais c'est plutôt Sung, puisque, comme on le disait, dans le 2e épisode, quand on est dans la dystopie, on voit une espèce de statue holographique d'Adam Song gigantesque, avec une de ses phrases fétiches, la galaxie, elle est mieux si elle est humaine, enfin, un genre de conneries, voilà quoi, qui résonnait, donc... The Strong Galaxy is the Human Galaxy. Tu sais, j'ai repensé à un truc à propos de ça, c'est très rapide, mais je repensais à Star Trek First Contact, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment dans l'équipe du Quadrant Pop, et tu te rappelles qu'à un moment, Geordi explique à Zefran Cochrane que devant le siège de Starfleet Academy, il y a une photo de lui, une statue de lui, la main en avant, qui pointe vers les étoiles et tout, et il me semble qu'en fait, c'est exactement la statue qu'ils ont reconstituée avec Brent Spiner dans la Confédération. Oui, exact. En fait. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le même style, ouais. Tout à fait. Bah du coup, de toute façon, on va rentrer directement dans la zone spoiler, hein, pour parler de l'épisode 7. Red alert! Well, the premonition I'm having is us old. And we sit on park benches, tripping teenagers on floaty things with our canes. I'm better at it than you. Of course. Initiating scan for Girardi's comm badge. Whoa, what did you do? Nothing. I tried to access the ship's optical data network and it kicked me out. And now I'm locked out. By who? Not who. What? This encryption isn't human by design. It's Borg. Queen? What the hell did she do to our ship? I don't know. But if we can't get access and something's wrong with Girardi, we're never gonna find her. Not to mention, this ship is our only way home. Warning. Donc un épisode qui s'appelle Monsters et qui a été écrit par Jane Maggs et dirigé par Joe Menendez. C'est un épisode où on voit Tallinn qui va s'aventurer dans le subconscient de Picard pour l'aider à le réveiller du coma et à faire face à la fois à ses secrets les plus sombres et à ses peurs les plus profondes, tandis que Seven et Raffi, elles vont partir à la recherche de Jurati car elles craignent, à raison bien sûr, que cette dernière succombe à la reine Borg qu'elle a en elle et qu'elle donc souhaite créer un nouveau collectif. Et pendant ce temps-là, Rios, lui, il a du mal à cacher la vérité à la jolie docteure Teresa et qui va donc du coup lui révéler directement le poteau rose. Moi, je vous dis tout de suite l'avis que j'ai sur cet épisode-là. Je me suis globalement fait chier parce que je déteste les épisodes d'introspection dans la tête, la psyché d'un personnage, quand c'est imagé, quand c'est un peu métaphorique, exactement comme ils l'ont fait là. Moi, c'est vraiment un truc qui m'emmerde profondément, qui me fait chier. Et je pense que c'est symptomatique aussi du syndrome, il faut remplir des épisodes pour avoir 10 épisodes par saison, parce que finalement, tout ce qui est dit là, ça aurait pu très bien être réglé, évoqué en 5 minutes chrono, dans un double ou triple épisode, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah moi je pense que ça aurait été un bon loner dans Next Generation, mais dans une série fil rouge ça fait bizarre. Moi j'aime bien en l'occurrence les épisodes d'introspection, c'est toujours mieux que quand c'est fait à base de flashback, en bottle épisode à la Riker, si vous vous souvenez. Mais j'ai globalement bien aimé l'épisode, mais là-dessus je sais pas. Je trouve que l'intrigue est intéressante, mais mal placée. En effet, on gagne du temps. La vraie intrigue c'est la Renborg maintenant, et puis Sung de son côté, et on n'y passe quasiment pas de temps dans l'épisode. Mais dans l'introspection de Picard j'ai bien aimé, ça révèle des choses sur le personnage. Alors c'est particulier en fait, je pense que j'ai lâché prise sur la direction de la série et que du coup une proposition intéressante est intéressante, et en moins ça a le mérite de pas refaire un épisode de la saison 1 comme le braquage qu'on a eu il y a 2 ou 3 épisodes. C'était l'épisode du braquage de la saison 1, mais non, moi c'est un aspect que j'ai bien aimé. Je me suis laissé prendre, c'est assez lyrique dans l'idée, c'était plutôt intéressant, et puis James Collis j'ai trouvé très fort. C'est vrai que je te rejoins, si ça avait été un épisode autocontenu d'une série classique comme La Nouvelle Génération par exemple, ça aurait beaucoup mieux fonctionné, ou même à base d'hologrammes, de holodeck ou que sais-je, ça aurait pu avoir un truc intéressant. Mais c'est vrai que du coup on commence par un pré-générique qui est assez efficace avec James Callis qui jouait donc le fameux Baltar dans la série Battlestar Galactica de 2003 de Ronald D. Moore, donc où on le voit d'ailleurs dans un uniforme donc de la période First Contact à Nemesis. Donc on a quand même une intéressante question sur la personnalité versus la fonction. C'est vrai que ça m'a bien plu, c'est un truc dont Roman Nigita nous parle régulièrement en disant que voilà, souvent dans Star Trek, les personnalités des personnages disparaissent derrière leur fonction, et que ce qui fonctionnait bien dans Picard, c'est que justement ils n'ont pas vraiment de fonction, donc du coup heureusement que leurs personnalités sont bien développées, et c'est peut-être ce qui nous fait nous les aimer, ces personnages finalement. Je sais pas ce que vous en avez pensé de justement de ce rôle qu'a James Callis dans ce personnage, parce qu'en fait du coup l'introspection elle est à 2 niveaux, donc on a un Picard qui est face à un conseiller, tandis que on a Tallinn qui elle est plongée dans la psyché de Picard et qui se promène avec un jeune Picard en fait. Dans l'histoire que Picard raconte en plus. Oui, dans l'histoire que Picard raconte, tout à fait. En fait, j'ai trouvé un peu dommage qu'on devine assez vite quel est le vrai rôle de James Collis. Moi, je l'ai deviné au milieu d'épisode, je pense. Je sais plus, la fameuse phrase qui est répétée à un moment. Bon, j'ai assez rapidement compris que c'était son père. J'ai eu une autre déception, et je sais pas si vous avez eu la même. Quand Picard commence à parler d'une princesse rousse, je me suis dit qu'il allait parler de quelqu'un d'autre. Moi, je pense à Beverly, bien sûr, pareil. Bah bien sûr. Après ça peut être freudien aussi, hein. C'est peut-être pas un hasard non plus quoi. Peut-être que voilà, il a réalisé le fantasme de sa mère à travers Beverly Crusher. C'est pas totalement impossible. Ouais, je sais pas. Mais sinon moi c'est une partie de l'épisode que j'ai bien aimé. Ouais. Et toi Manon ? Déjà, il y a un truc que j'ai trouvé surprenant, c'est que dans cette idée d'en faire un épisode centré autour de cette introspection, c'est très bizarre que ça se termine 10 minutes avant la fin de l'épisode et qu'il y a une espèce d'épilogue à l'épisode qui se passe pas dans la tête de Picard. En fait, dans l'idée d'un bottle épisode, ça aurait été quand même plus intéressant que la dernière image qu'on ait, c'est Picard qui se réveille en fait. Enfin, je sais pas, du coup j'ai trouvé ça un peu perturbant. Finalement, c'est allé un peu vite, j'ai trouvé. Moi, j'aurais aimé un peu comme Manu, c'est le genre d'épisode que j'aime beaucoup, moi, de concept que j'aime beaucoup. Donc, j'aurais aimé qu'on prenne peut-être plus notre temps. Et finalement, il y a en effet des choses qu'on devine vite. Alors moi, pour le coup, comme du coup, je connais pas si bien que ça Star Trek, j'ai passé la première moitié de l'épisode à me dire est-ce que je suis censé connaître la personne en face de Picard ou non. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai eu la même idée, je me suis dit, est-ce que par hasard ce serait pas son père ? Et du coup, quand on sait que c'est son père, j'étais là, bon, ok, ça va, je suis pas complètement à côté de la plaque, mais c'est vrai que parfois je perds un peu du temps à me dire, est-ce que je connais cette personne ou non ? Parce que j'ai à la rigueur, ça t'a peut-être aidé de pas connaître, puisqu'il y en a qui ont confondu qui confondent James Collis et Alexander Siddig, qui jouent dans Deep Space Nine, et du coup, j'ai vu beaucoup de tweets en mode. Rappelez-vous, c'est pas la même personne. C'est pas non, mais les acteur. gens, ils sont pas physionomistes à un point, c'est quand même incroyable, quoi. Ils se ressemblent pas du tout, les gars. Ils ont même pas la même forme de visage. Non, je sais pas. Mais apparemment, c'est un vrai truc, hein, parce que Siddig a posté des photos dédicacées qu'il a signées à la place de trucs, il les a postées aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Donc apparemment, ouais, les gens les confondent. Surtout que les deux acteurs ont eu donc le même showrunner, Ronald D. Moore, le même scénariste en chef sur Deep Space Nine et Galactica. Donc c'est vrai qu'il y a une filiation entre les deux quand même. Ouais, mais des persos totalement différents par contre. Mais oui, radicalement différents, on est d'accord.
entre ça et la robe rouge, je pense quand même qu'il y a plusieurs Ah oui, bah là, c'est clair. allusions Il directes devrait pas, à ouais. Battlestar. Moi, cette scène, alors premièrement, je me sens vraiment très bête parce que pour le coup du père, je l'avais pas du tout vu venir. Surtout que moi, je me rappelais de cette scène dans Next Generation, on voyait le père de Picard qui était plutôt un gros bonhomme un peu bourru et chauve. Donc, ça ressemblait pas du tout à l'image que j'avais de Baltar, en fait. Je vais l'appeler Baltar parce que c'est plus simple pour moi. D'ailleurs, il y a une petite erreur de continuité, puisque c'est un détail, hein, mais il dit à Picard, toi au moins t'as gardé tes cheveux. Non, moi au moins j'ai gardé mes cheveux. Bah en fait non, puisqu'on t'a vu dans Next Generation et t'avais pas de cheveux, mec. Donc je sais pas pourquoi tu dis ça. Je crois qu'il a dit qu'il a gardé ses cheveux plus longtemps. Ah peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, il ressemble pas énormément au personnage de Next Gen qu'on avait vu. Et par contre, il y a un autre truc, je sais pas si ça vous a fait ça, mais cette scène dans l'espace au début, où tu voyais Jean-Luc dans l'espace, et ça m'a fait me réaliser à quel point cette saison me faisait manquer l'espace. En fait, je crois que c'est ce que vraiment me manque le plus dans cette saison. C'est autant j'aime bien les voyages dans le temps, autant j'adore Star Trek 4 et tout, autant je trouve que étendu sur toute une saison comme ça, d'une saison de Star Trek, putain, ça me manque en fait, les vaisseaux, les piou-piou, les Star Trek, l'espace, les étoiles et tout, et juste d'être dans une salle. En plus, le décor était vraiment somptueux, j'ai trouvé, ça faisait vraiment old school Star Trek, un petit peu plus que la Sirena, par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette impression. Peut-être ces grandes fenêtres qui donnent sur l'espace, ça m'a vraiment rappelé Next Generation, et ça m'a rendu très nostalgique du temps où Star Trek était dans l'espace, en fait. Et l'uniforme aussi. Mais et justement, l'uniforme, bien sûr. Et justement, moi, en regardant cet épisode-là, encore une fois, j'ai eu la sensation d'être devant un épisode de Covid, c'est-à-dire où tu sens que suite à la pandémie, tu vois, parce que t'avais régulièrement on le sent beaucoup en ce moment. Ouais, t'avais dans deux beaucoup de personnages séries. avec deux personnages qui étaient séparés du reste. Enfin, où il y a pas de foule, c'est vraiment très intimiste, quoi. Et puis bah oui, du coup, c'est vrai que ça donne une sorte de faux rythme qu'on a l'impression que ça avance pas. Alors ça avance un petit peu quand même, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression de s'emmerder. Enfin moi en tout cas, je me suis quand même un peu emmerdé. Le problème, là, il faut que je fasse attention de ne pas monopoliser la parole parce que je pourrais en parler pendant 3 heures. Mais le problème, c'est pas tellement que ça n'avance pas. Le problème, et je trouve que cet épisode, ça a été certainement le pire depuis le début de la saison à ce niveau-là. Le problème, c'est que quand ça avance, les résolutions sont pas du tout satisfaisantes en fait, Ah oui. et totalement bâclées en fait, si tu veux. Tu parles de Laris par exemple. Voilà, pour moi n'importe quoi, c'est ça. l'exemple le meilleur. C'est-à-dire qu'ils te créent une mystery box autour de Laris qui franchement n'était pas indispensable, hein. Ils auraient pu prendre un sosie de Gary Seven, ils auraient pu prendre n'importe qui, tu vois, ils auraient pu prendre Baltar par exemple pour tenir ce rôle. Bon, ils te prennent Laris, donc forcément toi en tant que fan, tu te dis il y a un truc de voyage dans le temps, de machin, tu vois, t'es fan de Star Trek, tu te dis bon, il y a un machin. Finalement la meuf, elle révèle que c'est une Romulaine. Accessoirement, la révélation est complètement gâchée puisque ça fait 3 épisodes qui te donnent des énormes indices, elle parle Romulien. D'ailleurs Picard, il a perdu de sa superbe quand même, parce que la meuf lui a parlé Romulin devant elle et il a pas capté que c'était une Romulanaise, si tu veux. Oui, moi j'avais capté. Non mais tout le monde a capté. La meuf, elle avait un iPad en Romulin, si tu veux. Enfin, je veux dire, t'es Captain Picard, je pense que tu le réalises quand même. Bon bref, et finalement elle lui dit hé hé, en fait mes oreilles c'est des oreilles de Romulin. Et là Picard, au lieu de dire mais comment est-ce possible, voyage dans le temps, machin, un truc, oh mais tu dois être une ancêtre. Mais franchement, c'est quoi cette conclusion de merde, quoi. Enfin, surtout qu'à l'époque là, les Romuliens ne sont pas connus des humains, des Vulcains, de personne. Ça fait aucun sens à aucun niveau, si tu veux. Quand bien même ça serait une ancêtre, pourquoi quelle est cette coïncidence qui fait que elle est là sur Terre à ce moment-là? Enfin, tu vois, il y a rien qui tient debout, ça ne fait aucun clair. sens. Et franchement, si c'était pour faire ça, mais à quoi ça sert? Prenez une autre actrice. Enfin, moi, je l'adore. Elle est canon, la meuf. Hein, mais enfin, elle est canon à tous les niveaux. Mais si c'est pour faire ça, en effet, prends un autre acteur. C'est quoi l'intérêt, quoi? L'intérêt, c'est que à la fin, Picard, il va pouvoir lui ouvrir son cœur parce qu'il a croisé son ancêtre précédemment. Je trouve c'est complètement ridicule. On n'avait pas besoin de ça. C'est complètement con, quoi. Attention, il reste 3 épisodes, peut-être qu'il va y avoir un twist, puisqu'ils adorent faire ça dans Picard. T'as vu que là, ils t'ont fait un twist dans le twist avec l'histoire de sa mère et de son père, donc peut-être que là, ils vont te faire un twist dans le twist dans le twist. C'est ce qu'ils nous disent. Oui, voilà, il reste quelque chose, il reste un truc, ouais. Donc peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, faut pas oublier que le mec, c'est le showrunner de 12 Monkeys. Ouais. Donc 12 Monkeys, t'as ce moment où tu réalises à la fin, j'ai pas vu la série, hein, mais je te parle du film, où tu réalises qu'à la fin que la femme avec qui il la connaissait depuis toujours, etc., machin truc, il l'avait vu quand il était gosse et tout. Donc peut-être qu'il va y avoir comme ça une histoire. Mais franchement, si ça se termine comme ça, ça serait fou. Enfin, pour moi, ça serait fou, en fait. Ouais, pas grand chose à rajouter. Moi, j'ai trouvé ça assez
assez ridicule comme révélation. En effet, c'était grillé depuis le début que c'était une Romulienne. Je comprends pas qu'il l'ait pas vu, que personne l'ait vu. Et en plus de ça, son device pour entrer dans le subconscient de Picard, c'est une sorte d'oreille pointue. Donc il manquait plus que le t-shirt avec l'enseigne, tu sais, le logo de l'Empire romulien. Je suis romulien. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est juste symptomatique de ces espèces de multiples sous-intrigues qui mènent à rien et ne font même pas avancer les personnages. En fait, on pourrait en citer une dizaine depuis le début de la série de ces sous-intrigues qui ont créé un peu de mystère, qui ont tenu 2 épisodes et puis résolution, pas intéressant, on passe à autre chose, quoi. Il y a même des trucs qui ont été oubliés, hein, parce que vous vous rappelez quand même que dans le 2e épisode, dans le 3e ou 4e, Rios perd son com badge. C'est jamais revenu, ça aussi. Voilà. Justement, je me suis demandé à un moment donné, il en utilise un pour se faire téléporter une espèce de truc pour stabiliser Picard devant Teresa. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas le sien qu'il a récupéré ? Enfin, si c'est ça, c'est pas montré, c'est bizarre. Ouais, c'est complètement ce truc-là. À chaque fois dans Star Trek, quand il y a un équipage qui perd un device super important sur une planète moins évoluée ou dans un voyage dans le temps ou quoi qu'est-ce, à chaque fois, ça devient une catastrophe, quoi. Il faut absolument le retrouver, ce truc. Et là, oui, ils ont l'impression qu'ils en ont vraiment rien à foutre. Pour rappeler que ça a créé Skynet, quand même. Oui. C'est pas... et juste pour finir sur l'énervement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais tu viens de parler de cette scène de Rios qui fait venir l'espèce de scanner cérébral. Une autre scène qui est quand même, d'un point de vue scénaristique, qui est quand même hallucinante. Je suis désolé. C'est un bâton de sourcil en plus. Il fait venir une docteure pour lui dire « J'ai absolument besoin de vous ». Bon, pourquoi pas, Picard est en train de mourir, pour au final lui filer un outil qui vient du futur dont elle ne sait absolument rien, et l'utilisation de cet outil, c'est d'appuyer sur le bouton et de passer le truc sur le front du mec. Mais si c'était pour faire ça, t'aurais pu le faire toi, Rios, t'avais pas besoin d'aller faire venir une docteure du passé, quoi. Alors moi, j'ai lu cette scène-là, j'ai une autre interprétation de cette scène, c'est-à-dire que... C'est qu'il veut la serrer, oui. Non, ça, je pense qu'on a oui, tous la même interprétation. Sûrement, mais simplement, quand elle arrive dans la clinique, c'est pas lui qui la fait venir. Elle vient parce que c'est sa clinique, et puis c'est le lendemain matin, en fait. La nuit est terminée, et c'est le matin. C'est vrai que les choses ont l'air précipitées, mais en fait, tout ça se passe sur 48 heures jusqu'à maintenant. Et donc là, on est le matin, elle arrive, elle voit qu'il y a une porte qui est fermée, donc il essaie de gagner sa confiance. Donc moi, je me suis dit dans ma tête, il sait très bien qu'il a qu'à appuyer sur ce putain de bouton à la con, que c'est facile, etc. Et du coup, il lui donne à elle pour la mettre en confiance. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, en tout cas. Ouais, mais le dialogue, du coup, il est ridicule entre les deux quand il lui dit t'es une docteure, je te fais confiance, tu vas y arriver. C'est une phrase de mec dragueur, ouais, effectivement, il veut la mettre en confiance, c'est ça. C'est un peu... Parce que même, c'est pareil, après le fait qu'il la fasse venir, elle et son fils, à bord de la Sirena, ouais, c'est n'importe quoi. C'est complètement idiot. Oui. Mais alors ça, à la limite... Comment vous expliquer ? Je fais une différence avec cette scène parce que c'est pas... Tu peux questionner son choix sur ce coup-là, mais c'est pas le scénariste forcément qui te prend pour un con. Tu vois ce que je veux dire ? La scène où il fait venir le gamin et sur la Sirena, je me sens pas insulté. La scène où il dit qu'il a besoin d'un docteur pour finalement qu'elle appuie sur un bouton d'un appareil qu'elle connaît pas, là t'as vraiment l'impression qu'on te prend pour un con. En fait, si tu veux. Non, c'est Rios qui la prend un peu pour une idiote. Ce qui est pire quand t'es en train de construire une relation potentiellement amoureuse, en fait. C'est horrible, c'est terrible. Mais c'est technique de gars, de vieux dragueur, tu vois. Mais oui, mais moi qui aimais beaucoup Rios, moi ça m'a énervé cette scène. C'est vrai, non mais je suis d'accord. Tu te souviens hier, Guigui, de la discussion sur le fait que, comme vous vouliez trop défendre Moon Knight, vous trouviez des explications un peu... là où vous les vouliez, bah, je pense que c'est pareil. Hein. Je pense que c'est juste mal écrit. Mais moi, pour la scène du procès dans Moon Knight, j'étais avec toi, Manu. Je n'ai pas cherché à la défendre. Ceci est une conversation crossover. Ouais, et puis en plus, qui est dans le désordre chronologiquement, puisque le podcast n'est pas encore sorti. La sortie du YMCU sera bien plus tard. Voilà, c'est ça. Et puis pendant ce temps-là, nous on a donc Raffi et Seven qui partent donc à la recherche de Jurati qui a clairement perdu le contrôle parce qu'il faut absolument donc empêcher que la Reine Borg elle se crée un nouveau collectif et là visiblement le fait d'avoir de l'endorphine et des trucs comme ça c'est ça qui lui permet donc de gagner en force et de gagner retrouver pleinement ses pouvoirs quoi en quelque sorte et donc du coup il retrouve sa trace dans un bar où elle est passée où il y a eu donc son petit clin d'œil Sunny Ozel donc qui est la femme de Patrick Stewart qui chante dans le bar. Et le nom du bar est le nom d'un personnage de 12 Monkeys. Ah tiens, c'est lequel ? J'ai même pas noté, dis donc. Je me rappelle plus, mais je sais que j'ai lu ça, donc je le répète bêtement. D'accord.
Donc voilà, alors en fait, comme ça fait plusieurs podcasts qu'on le dit, c'est vrai que la relation entre Seven et Raffi, elle est vraiment dispatchée. On a droit à une scène par épisode et pas vraiment un épisode autour de leur relation. Et ça serait bien que ça arrive à un moment, parce que c'est vrai que ça manque un petit peu. Mais moi, j'ai trouvé quand même, encore une fois, moi je trouve que les deux personnages-là fonctionnent ensemble et leur conversation, leur punchline. Moi, je trouve une alchimie. Alors, est-ce que je suis le seul ? Ouais. Franchement, plus ça va, plus Raffi, je peux plus l'avoir en peinture. Merde. Je suis désolée, je rejoins la team des quelques-uns dans les podcasts précédents qui étaient pas très fans de Raffi, mais je crois que cet épisode c'était vraiment le pire. Je trouve que la réflexion qu'elle a autour du baiser entre Rios et Jurati, c'est insultant. De quoi je me mêle et tout. Ça sort de nulle part. Ça me l'a rendu super antipathique. Jusque-là, juste elle m'intéressait pas outre mesure et j'étais pas très fan du truc avec Elnor, mais là vraiment, je me suis dit, mais en fait, vraiment, je déteste ce personnage. Et du coup, c'est un peu triste parce que la pauvre actrice, elle mérite pas ça, mais je trouve qu'elle est... Enfin, je sais pas, je suis un peu gênée sur comment elle est écrite. Après, la dynamique entre les deux fonctionne assez bien, je suis d'accord avec toi, mais c'est jamais poussé, quoi. C'est juste, en fait, ça fait 4 épisodes qu'elles sont tout le temps collées l'une avec l'autre, mais qu'on développe pas leur relation. Non, ouais. Mais il faudrait un y a épisode même pour pas elle. de contact physique, enfin, je veux dire, c'est gênant, limite, elles sont en couple, quoi, donc je comprends Elles sont pas. en pause, je pense. J'ai l'impression que c'est compliqué. Tu vois, c'est la notif, c'est compliqué sur Facebook. Parce que, on a bien compris que, comme dit Manu, au début de la saison, qu'elles avaient l'air d'avoir fait une pause, quoi. Moi, je trouve surtout qu'on peut faire bien mieux avec ces personnages, en fait. Ils sont pas exploités. C'est autant Seven en début de saison, pourquoi pas. Là, ça fait 3 épisodes, on patine. Je suis déçu de l'utilisation qu'on a fait. J'espère que oui, le prochain épisode leur donnera un petit peu du grain à moudre, parce que c'est vrai que là, ça fait, on dirait qu'elle se promène dans la saison, en fait. Tout est très référencé dans Picard et moi je sais pas si ce film vous parle, mais clairement ils l'ont vu. Ça me fait penser à La Mutante, en fait, le film La Mutante. Je sais pas si ça vous parle. Si. C'est quasiment le même scénario, hein. Ils partent à la recherche, la meuf elle est toute seule, elle fait ses trucs et elle a besoin d'endorphines oui, t'as raison. pour truc. Le seul problème c'est que, alors ça fait partie des trucs où j'ai fait facepalm à la Picard, où j'ai mis ma main sur le front. Donc elle a besoin d'endorphines. Qu'est-ce qu'elle trouve pour avoir une pique d'aubertine ? Elle pète une vitre. Alors, bon, je sais que dans La Mutante. Ma vie est pas passionnante, mais enfin, j'espère que si j'avais besoin d'endorphine, je trouverais quelque chose d'un peu plus intéressant que de péter une vitre. C'est-à-dire, quitte à aller dans un bar, moi, je pensais qu'elle allait déclencher une bagarre à la Terminator, si tu veux. Or, c'est pas le cas. Ou je pensais qu'elle allait se taper un mec. Alors, c'est peut-être pas très Picard, mais le côté un peu bitchy de la Renborg, ça aurait pu fonctionner. Et dans La Mutante, je sais pas si vous vous rappelez, c'est ce qu'elle faisait. Elle ramenait des mecs chez elle et elle les tuait. Non, là, elle pète une vitre. Alors, je sais pas si c'est censé symboliser quelque chose. Hein, peut-être qu'il y a, comme ça reste une série familiale, peut-être que la brisure de la vitre est censée symboliser quelque chose de plus sexualisé ou j'en sais rien. Mais non, là, tu vas chercher trop tel loin. quel, c'est juste très nul, en fait. C'est juste qu'ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, elle va péter une vitre. Ah, mais peut-être que pour les Borg, casser des vitres, ça veut dire quelque chose, on sait pas. Petit aparté, puisque je ne l'ai pas mentionné dans ce que j'ai pensé des épisodes précédents, mais je détestais Jurati en saison 1, j'ai eu le malheur de dire que c'était mieux début de saison 2. Jurati Renborg, non, je mets mon veto sur le concept même de pourquoi ils ont fait ça, en fait. Il y avait mieux à faire encore avec la Renborg, il y avait probablement mieux à faire avec Jurati. Partir là-dessus, ça montre clairement qu'ils ne savaient pas quoi faire du personnage, en vrai. Franchement, moi, je déteste pas. Et pourtant, je n'aimais pas non plus Jurati en saison 1, mais c'est plus avec la Renborg où ils savent pas trop sur quel... Enfin, du coup, c'est pas dans cet épisode, c'est plus les épisodes précédents, mais ils savent pas trop sur quel pied danser. Parfois, elle est là pour être drôle et limite sarcastique, ce qui est un peu gênant parce qu'on voudrait un personnage peut-être un peu plus Renborg, quoi. Ouais, voilà. Mais le côté Jurati, sur le développement du personnage de Jurati, je trouve que ça fait un peu sens et c'est intéressant. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et ouais, c'est clairement la story B de la saison, finalement, quelque part, qui est finalement une conséquence de ce qu'ils essayent de faire pour la story A. Mais ouais, moi, ça me déplaît pas. C'est le classique, ils essayent de réparer un truc, ils cassent encore plus. Techniquement, le fait qu'une Renborg puisse se répandre à cette époque, c'est plus dangereux que Soong qui tourne mal. Ah oui, carrément, on est d'accord. D'ailleurs, Seven le dit, non ? Elle le dit à un Oui, moment elle le donné, dit à la fin, c'est un des derniers trucs qu'elle dit, ouais. Petite anecdote de fan, on apprend dans cet épisode que Seven a développé une addiction au café, comme l'avait Janeway, donc c'est le côté filiation avec Janeway. J'ai trouvé la référence plutôt sympathique.
C'est vrai que c'est sympathique ça comme truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de ce qu'on n'a pas parlé? Ah oui, donc du Le coup, principal, presque. ouais, c'est vrai. Après, donc il y a Picard qui se réveille. Juste un truc avant de parler, juste pour finir sur Picard et sa mère. Les scénaristes ont jugé utile de nous faire un twist que moi, je trouve malsain, mais apparemment, je suis le seul. Donc, je me suis fait défoncer sur Reddit parce que j'ai dit ça, mais j'ai quand même envie de le dire malgré tout. Sur le traitement des de ses personnes, parents, c'est-à-dire que depuis le premier épisode, on te laisse quand même penser que sa mère est victime d'un père abusif et qu'on est dans une relation toxique où le père maltraite sa mère et maltraite son fils. Finalement, comme il faut toujours qu'il y ait des twists de nos jours, voilà, tout est mystery box, même les femmes battues, tu te rends compte dans cet épisode que c'est pas la femme qui est battue, c'est qu'en fait elle souffre de dépression, voire de schizophrénie dans le cas présent. L'enferme dans le placard. Et du coup, son père l'enferme dans le placard parce que c'est le seul moyen de la traiter au 24e siècle. Et ben moi, je suis désolé, cette scène m'a énormément gêné. Alors, j'ai peut-être trop poussé le bouchon. J'ai réalisé en revoyant l'épisode qu'en fait il l'enferme pas dans le sous-sol où je pensais que je pensais qu'il l'enfermait dans la cave où se passe la scène. En fait il la remonte dans le Picard, ça. Voilà, mais quand même je suis désolé, moi je trouve qu'un twist où finalement tu te rends compte que c'est pas le père qui bat sa femme, c'est la mère qui est complètement tarée et machin, je trouve ça très problématique, je suis désolé. Ça me dérange d'autant plus que j'avais énormément de gentilles choses à dire sur le dernier épisode, sur la scène de l'anxiété généralisée dont souffre René, et je trouvais vraiment que ça avait été bien amené. Je trouvais que le discours de Picard était court, certes, mais pour le coup, je le trouvais vraiment juste. Moi, je souffre à titre personnel de troubles anxieux généralisés, et j'aurais aimé qu'on me dise, quand j'étais au fin fond de mes crises, j'aurais aimé entendre ce que Picard a dit à René. Donc j'avais vraiment énormément de jolies choses à dire sur l'épisode d'avant. Autant là, je suis désolé, je trouve qu'on traite la schizophrénie. Si vous avez une femme schizophrène, il faut l'enfermer dans le noir dans une pièce sombre. Ok, faut laisser votre fils devant pour qu'il entende sa mère crier à l'aide et lui dire libère-moi, libère-moi. Ok, et puis si tu veux, il donne à cette famille Picard une vision un peu, comment dirais-je, aristocratique quasiment. Tu sais, ils sont toujours habillés en vêtements anciens et tout, donc t'oublies un petit. C'est ce que je voulais te dire. Pour moi, le problème d'écriture, c'est qu'à un moment, ils se sont dit, ils ont fait une projection de c'est il y a 50 ans. C'est exactement ce que j'allais dire, Manu, ça me rassure que tu dis ça. Ils sont mis en 1950-60, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, putain. Tu me fais trop plaisir. Putain de siècle. C'est exactement ça. C'est qu'à force de te donner les bérets, René, machin, truc bidule, il faut juste leur rappeler qu'on est quand même censé être au 24e siècle et que moi, j'ose espérer que les maladies mentales seront traitées un tout petit peu mieux. Et ça, chez moi, dans Star Trek, ça a toujours été très important. Quand on parlait de Star Trek 4, je t'avais parlé de la scène où le docteur McCoy soigne une dame qui est dialysée et il arrive à la guérir en lui donnant une pilule. Et là, qu'est-ce que tu apprends finalement? C'est que si t'es schizophrène, au 24e siècle, tu continueras d'être enfermé dans une salle noire, quoi. Putain, j'ai trouvé ça vraiment très triste, en fait. Pour atténuer ça, même si ça va pas atténuer l'écriture des scénaristes, c'est qu'en fait, dans la nouvelle génération, déjà, je trouve l'épisode Family, où Picard retourne donc sur les vignobles et qui retrouve son frère, etc. Et aussi donc dans l'autobiographie qui est donc sortie du canon, mais que quand même il y a des petits éléments intéressants, c'est qu'en fait la famille Picard, elle est quand même vachement rétrograde et anti-technologie du 23e et 24e siècle. S'ils avaient voulu faire ça, il aurait fallu faire cette carte-là, parce que là, t'as l'impression qu'en fait, oui, effectivement, le père Picard, il soigne sa femme, si on peut appeler ça soigner, comme le ferait un gars du 19e siècle, en fait. Donc, exactement, c'est pas logique. Il faudrait mettre l'angle sur le fait que c'est problématique, justement. Et que du coup, sa réflexion, ils auraient pu faire un discours pro-vax, en fait, dans cette histoire, enfin, anti-vax, s'ils avaient voulu, en montrant les méfaits d'une pensée rétrograde, mais non, ils prennent pas cet angle, quoi. Ils affirment une pensée rétrograde, justement. Dans l'autobiographie de Picard, justement, Picard, il souffre de ça, qu'en fait, son père, il vit genre des siècles avant, quoi, qui refuse la technologie, et donc en gros, ça remet le père de Picard dans une position où en fait, c'est un peu de ta faute, parce que si ta femme elle est pas soignée correctement, c'est à cause de toi et ton refus de la technologie et du monde moderne dans lequel tu vis, quoi. Genre le mec il veut pas utiliser de machine, il veut faire les vignes à la main, enfin genre le mec il vit vraiment justement comme en 1950 en fait, alors qu'il est dans le futur. Et ça aurait été intéressant d'avoir ça dans la série, qui reprenne ce truc là, quoi. Après, même si j'ai été très gênée aussi par le twist et le traitement du personnage de la mère de Picard,
moi, en tout cas, j'ai interprété les scènes et ce qu'on voit de façon littérale à l'écran comme quelque chose qui était en fait le point de vue de l'enfant qui était Picard et qui du coup était pas forcément fiable. Oui, qui est un peu métaphorique. Et bah ouais, parce qu'en fait, même dans la façon dont c'est filmé ou vu que c'est amené par l'espèce de conte qui commence à raconter, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu ce côté, ils sont habillés comme je sais pas quoi et on dirait qu'ils sont dans un château. Donc en fait, je trouvais qu'on gardait toujours l'esthétique du conte pour raconter cette histoire et que du coup il y avait quelque chose de l'enfance et de l'enfant qui du coup voyait tout noir, qui a juste cette image de cette porte fermée avec sa mère qui l'appelle derrière. Je savais pas à quel point c'était fiable et en fait c'est pour ça qu'en fait j'ai été frustrée par la fin où on nous dit qu'il y a encore un twist, encore un truc qu'on ne sait pas et que je me suis dit et que du coup je savais pas comment interpréter tout ce que je venais de voir en fait parce qu'on n'était pas au bout de l'intrigue quoi. Donc en fait je sais toujours pas trop où me positionner, mais c'est sûr que j'ai été assez gênée en effet par ce twist on est passé d'un père violent à comme a dit Romain, à une mère folle et que c'est intéressant de parler de troubles de l'anxiété, de troubles de schizophrénie. On sait pas encore une fois, on sait pas exactement. En fait, là, on extrapole, mais ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que la façon dont c'est amené, c'est problématique en fait. Donc, en tout cas, c'est surtout aussi problématique de base parce que ce genre de maladie, il y a des milliards de façons différentes de les soigner dans l'utopique et Star Trek où tu es censé avoir fait disparaître la plupart des maux de l'humanité et que en gros les maladies qui restent en général c'est des trucs un peu extraordinaires, exceptionnels du fait à l'exposition à un truc rarissime qui se promène dans la galaxie. Voilà, normalement tu te dis ce genre de trouble devrait être soigné depuis longtemps quoi. Il y a la fusion mentale, il y a des conseillers, il y a des bétazoïdes qui pourraient faire un excellent travail. Enfin bref, c'est bizarre. Mais c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il dit une phrase, en effet, il y a quelqu'un sur Reddit qui m'a fait remarquer, qui dit, ça dure une seconde, mais il dit elle refusait de se soigner ou quelque chose comme ça. Bon, accessoirement, elle refusait de se soigner, c'est ce que ça rajoute au côté la mère folle, hein. C'est ce qu'on dit de tous les gens fous, c'est qu'ils refusent de se soigner. Des fois, t'as pas le choix. Mais moi, c'est ça qui me gêne, Guy, et tu mets le doigt dessus, c'est qu'en effet, moi, je fantasme tellement le futur de Star Trek que j'estime que les maladies ne devraient même plus exister, si tu veux, que t'es plus au stade des anti-vax qui refusent de faire leur vaccin, qu'il n'y a plus de maladie du tout en fait, tu vois ce que je veux dire, et c'est là où je suis pas satisfait. Après je pense que par contre Manon met le doigt sur quelque chose de très très important. Je pense qu'en effet cet épisode, et enfin cette partie de l'épisode, il faut vraiment l'interpréter entièrement c'est le point de vue de Jean-Luc en tant qu'enfant. C'est pour ça que l'épisode frôle avec le surnaturel, avec des monstres, les murs qui s'animent, etc. Et le discours du père à la fin est plutôt bien écrit. Mais ils auraient pas dû jouer sur le twist, je suis désolé. Il y a suffisamment de twists dans cette série pour ne pas insister là-dessus, quoi. Et d'ailleurs, à propos de twist, donc du coup, on va continuer. Donc, ça nous amène à la fin quand Picard donc se réveille et qu'il a donc cette fameuse conversation avec Téline qui se dit, bah oui, en fait, il faut peut-être savoir pourquoi Q fait tout ça. Et effectivement, c'est ça ça peut être intéressant. C'est ça la thématique de la saison. C'est ça qu'on attend. Ça fait 4 épisodes que Guigui le dit. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai marre. Je veux savoir. Et donc enfin, ok, ils se sont dit, bah tiens, on va aller voir Guinan parce que c'est vrai que les Auriens visiblement ont un rapport très particulier avec le Continuum Q. On le sait depuis la nouvelle génération. Donc on a même aussi une pseudo-explication du geste bizarre que faisait Whoopi Goldberg dans l'épisode. Donc on se dit que voilà, quand elle met ses mains un peu comme si elle faisait un peu un chat, un truc un peu félin, c'est peut-être pour essayer de sonder la personne pour savoir si c'est un Q. Enfin donc bref, ils se disent bah tiens, je vais aller voir Guinan, savoir qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire par rapport à ça. Et on apprend que entre sa race et le Continuum Q, il y a eu une guerre qui s'est heureusement terminée et qui est une sorte d'armistice qui a été signée et qui est donc à l'intérieur d'une bouteille. Alors, qui veut parler de cette bouteille ? Alors, Romain, je pense. J'ai beaucoup parlé, donc j'aurais beaucoup de choses à dire, mais vas-y Manu si tu veux. Non, bah c'est... Alors pour moi, ça m'a un peu désarçonné. J'ai eu un doute d'ailleurs, c'est Romain qui m'a dit qu'il y a un dialogue qui confirme que c'est la bouteille, et j'avais l'impression que c'était peut-être une bouteille parmi d'autres. Mais en gros, c'est les Eloriens, c'est les maîtres de la lampe, quoi. Ils frottent la lampe, et puis ça fait venir un Q normalement. Sauf que là, ça marche pas.
Sauf que là, ça marche pas. Donc là, il se passe un vrai truc. C'est jamais arrivé, et du coup, il se passe un truc avec le Continuum. Ce qu'on suggérait, on le soupçonnait un petit peu dans l'épisode 2. Je me souviens qu'on en avait parlé, je me demandais s'il n'y avait pas eu un truc qui avait menacé le Continuum Q, et justement, Q était là pour essayer de corriger le tir, puisqu'il disait globalement qu'il essayait de mettre un pansement sur une grosse plaie, quoi. Alors c'est intriguant, mais pour l'instant, ce qui est bizarre, c'est que cette chaîne s'enchaîne directement avec un autre twist où on a une autre intrigue qui se lance pour l'épisode d'après. Et j'ai l'impression qu'on a ouvert la bouteille, mais on la refermera que dans 2 épisodes, quoi. Ouais, c'est bien possible. Et oui, donc justement, tu fais allusion à l'arrivée de l'agent du FBI Wells, qui est joué par Jay Carnes, qu'on connaît bien parce qu'il interprétait le détective Dutch dans l'excellente série The Shield. Donc là, il est un agent du FBI, et là, c'était un détective il n'était pas de la brigade criminelle, mais en tout cas, il menait des enquêtes criminelles, donc du coup, ce rôle de policier lui va très bien. Mais surtout, il joue un personnage dont j'ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs podcasts, c'est le lieutenant Duncan de l'USS Relativity, qui est un vaisseau de classe Wells, donc de la fédération du 29e siècle, et qui est exploité par Starfleet et qui se promène dans le temps. En fait, son but, c'est de veiller à ce que la ligne temporelle ne soit pas altérée par des ennemis de la fédération, par exemple. Et en fait, ce vaisseau, il est équipé de puissants capteurs, donc ils sont capables de balayer tout du long l'espace-temps, et puis donc de recruter même des personnes, des individus qui pourraient les aider à n'importe quel point du temps. Et donc du coup, l'USS Relativity est impliqué dans une mission qui visait à éviter la destruction de l'USS Voyager dans la série du même nom, qui avait été détruit donc en 2375 par un perturbateur temporel. Et Seven et le capitaine Janeway, elles avaient été recrutées à partir de cette période, justement pour identifier et appréhender donc la personne responsable. Et ce qui était intéressant, c'est que Seven avait été même recrutée plusieurs fois. Donc elle était morte une première fois, et puis recrutée une deuxième fois, et ainsi de suite. Puis ensuite Janeway. Et donc c'était un épisode qui était vraiment génial. Et donc le lieutenant Duncan devenait ensuite, à la fin de cet épisode-là, le capitaine, si je me souviens bien, de ce fameux vaisseau Relativity. Et donc je me dis, l'agent du FBI... C'est bien ce que tu dis, Guy, parce que les gens se rendent pas compte que Star Trek Voyager, c'est bien. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Franchement, Star Trek Voyager, il y a vraiment des bons trucs, et là, c'est un de ces excellents épisodes. Donc, l'agent un des 3 bons épisodes de cette saison. Non, il y en a plus que ça quand même, faut pas exagérer. De toute façon, à partir du moment où il y a Seven, en général, c'est un bon épisode. Donc l'agent du FBI, il s'appelle Wells, comme la classe du vaisseau Relativity. Donc tu te dis, ça peut pas être un hasard. Et puis en plus de ça, ils peuvent pas avoir casté cet acteur-là sans te dire que c'est un agent spatio-temporel qui est là pour veiller à ce que Picard, je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas possible autrement quand même. Moi, je pense que c'est... En effet, je pense que le Wells n'est pas un hasard. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui te l'ai signifié. Mais je pense que c'est juste pour faire un hommage un peu méta. Et je pense que ça ira pas plus loin que ça. Ah, je suis pas sûr. Parce que, clairement, c'est un Mulder de cet univers, mais est-ce que c'est un vrai agent du FBI ou est-ce que c'est un agent infiltré de l'agence du temps? Je pencherais plutôt pour ça, moi. Parce qu'il a l'air quand même de savoir qui il cible, en fait. Franchement, après la scène de Laris, plus rien ne m'étonne. C'est-à-dire que peut-être que tu es censé te dire, peut-être qu'à la fin, il va lui dire « Ah, mais tu as peut-être un petit-fils qui sera policier lui aussi dans le futur. » Tu vois, une connerie de ce genre, ça m'étonnerait qu'à moitié. Dans 9 siècles, tu auras un descendant qui travaillera... Laisse-moi l'espoir, Romain, laisse-moi l'espoir. Ouais, non, ça serait... Franchement, là, ça serait abusé d'avoir casté cet acteur-là, qui est génial d'ailleurs, pour ne pas le relier à l'USS Relativity. Franchement, là, ça serait un crime. C'est l'occasion de le faire recroiser Seven en plus dans l'épisode suivant. Je veux dire, Seven, du coup, elle pourrait avoir un rôle plus prépondérant pour la fin de la saison. Donc ça serait quand même étrange. Et du coup, ça poserait plein de questions. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont là, est-ce qu'ils viennent d'une timeline qui est la bonne, en fait? C'est-à-dire qu'en gros, ils ont réussi effectivement à les restaurer, en fait. Ah putain, ça y est, vous venez de me... Ils vont faire la même scène avec Laris, mais avec Seven. Elle va le reconnaître et elle va dire, on se connaît, il fait « Not in this timeline ». Et voilà, fin de l'épisode. Je le sens trop merdique, quoi. Non, mais là, ce que je me dis, c'est que si... effectivement, c'est un agent infiltré du Starfleet du 29e siècle pour veiller à la bonne tenue de la ligne temporelle, c'est que peut-être, oui, effectivement, ils ont réussi leur coup. La divergence a été effacée, et du coup, là, il y a des gars du futur qui viennent voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. On voit qu'il y a un nœud temporel, il y a un truc bizarre dans ces jours-là. On vient enquêter pour savoir, comment ça, vous avez restauré la ligne temporelle? Merci, super. Merci de nous le dire. Sauf que Guinan ne reconnaît toujours pas Picard.
Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, t'as raison. Ouais, exact. Bon, bah, du coup, ça serait un USS Relativity de la Dark Timeline. Voilà. Et du coup, ça serait des antagonistes. Ouais. Franchement, à l'origine, dans cette scène, je n'y ai pas du tout vu tout ça parce que du coup, je ne connais absolument pas tout ce que Guigui vient d'expliquer. Mais je tiens à dire que tu m'as vendu du rêve et que du mieux en tout cas, et que si franchement, ça n'est pas ça et c'est ce que j'imaginais, un truc tout pourri pour nous faire encore un détour au prochain épisode pour retarder le final de la série, je serais d'autant plus déçu. Le final, c'est dans 2 épisodes, non 3 du coup. Ouais. Il reste 3 maintenant, ouais. 3 Ah oui, ça c'était le 7, t'as raison. Heureux de vous revoir. Pourquoi m'avoir amené ici? Je ne sais pourquoi, je crois toujours que vous vous en souvenez. Je suis le capitaine Braxton, le lieutenant Duquesne. Vous êtes à bord du vaisseau temporel de Relativity. Je ne suis plus au 24e siècle. Non. Vous avez fait un bond de presque 500 ans. Nous vous avons fait venir pour nous aider à résoudre un mystère. Quelqu'un, nous ignorons qui, a déposé une arme à bord du Voyager. Cet engin génère des fractures spatio-temporelles dans un rayon de 150 mètres. Pourquoi faire appel à moi? À cause de votre implant oculaire. Il distingue les fractures spatio-temporelles beaucoup mieux que nos détecteurs. Vous connaissez bien le Voyager et son équipage et risquez moins d'attirer les soupçons. Jusqu'ici, vous avez été très utile. Jusqu'ici? Nous vous avons déjà recruté 2 fois avant cette mission. Regardez. Il s'agit d'un disrupteur temporel de force 3. Lors de vos missions précédentes, vous avez tenté de le neutraliser sans succès. Nous essayons d'appréhender le saboteur avant qu'il ne dépose l'arme à bord du Voyager. Avez-vous un suspect? Pas encore. Savez-vous quand l'engin a été déposé? Non, pas précisément, mais nous considérons que cela a dû se produire 2 ans avant votre engagement à bord du Voyager, lorsque celui-ci a été attaqué par l'espèce 329, les Kazon. Notre base de données indique que le Voyager a été abordé 2 fois durant cette période. Les Kazon sont trop peu évolués. Ils ne possèdent pas la technologie nécessaire à la fabrication d'une telle arme. Nous pensons que le saboteur, d'où qu'il vienne, a profité d'une faiblesse momentanée du Voyager, d'un moment où les boucliers étaient abaissés, le moment idéal pour passer inaperçu. Si jamais j'échoue, ferez-vous encore appel à moi? Si nécessaire. Mais vous allez sortir pour la 3e fois de votre ligne temporelle. Le problème est qu'une 4e incursion vous causerait des dommages collatéraux. Que voulez-vous dire? Eh bien, vous pourriez souffrir d'aphasie sensorielle. Une altération cérébrale qui, en certains cas, conduit à la psychose temporelle. Mais nous sommes certains que la 3e sera la bonne. Je ferai de mon mieux. Vous lui préciserez nos concepts spatio-temporels. À vos ordres. Quand vous aurez fini, rejoignez-moi à l'holomatrice 1. J'ai préparé une simulation. Mais vraiment, c'est inquiétant. Moi, ce twist, juste le côté Picard se fait arrêter à la fin de l'épisode, mais ça m'a. J'avais trouvé des défauts à l'épisode, mais la fin de l'épisode j'étais pas énervé, mais la fin de celui-là, il est arrêté, quoi. Non, mais c'est ça. C'est vraiment insupportable cette culture du. Enfin, c'est vraiment du feuilletonnant, mais à l'ancienne, quoi. C'est vraiment à chaque fin d'épisode, il faut un twist pour te ramener la semaine d'après, mais de façon artificielle. Et là, en plus, à chaque fois, ça nous crée une intrigue supplémentaire à régler au sein de l'épisode ou en 2 épisodes. Sachant qu'il en reste que 3, si ça se règle en 2 épisodes, c'est quand même hyper emmerdant. Je sais pas, moi je trouve ça inquiétant, quoi. 24 heures Je suis désolée, j'ai pas vu 24, donc je ne comprends pas cette référence. C'est surtout les pires saisons, parce que franchement, les pires saisons, elles sont vraiment drôles. Moi, je sont pas écrites par rigole, Brandon Braga, d'ailleurs, les mauvaises saisons de 24 heures chrono. Non, je sais plus, mais saison 6 et 7. Il me semble que si, c'est Brandon Braga qui écrit 24 heures chrono. Il y avait Howard Gordon aussi, de X-Files. Au début, ouais. Mais dans les 4 premières saisons, ouais, après il a arrêté. Ouais, peut-être je me trompe. Attendez, peut-être je me trompe, j'ai un doute. Je sais plus qui est sur les mauvaises saisons. Mais et d'ailleurs, tu sauras que la Reine Borg jouait dans 24 dans 2 ou 3 saisons. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, juste pour finir sur... Elle s'appelle René, mais c'est pas la mère de Pi. Juste pour finir sur Guinan, vous vous rappelez tout à l'heure, au début de podcast, je vous ai dit qu'ils te donnent des bonnes idées, qu'ils arrivent à ruiner en une scène. Bon, bah là, voilà, typiquement, c'était une bonne idée de développer un peu ce qui se passait avec les Eloriens et les Q, d'autant que c'était un peu foireux depuis le début quand même, hein, parce que les Q, c'est quand même censé être des dieux, les Eloriens... certes ont des pouvoirs, mais enfin ils sont quand même fait assimiler par les Borg, donc ça reste une race, on va dire moyenne, enfin attaquable. Moyenne au niveau attaquable, voilà. Donc voilà, bon là ils essaient de développer le truc, je trouve ça pas mal, sauf qu'ils arrivent à te ruiner la scène avec une fois de plus un Deus Ex Machina de fou. C'est Guinan qui a
la bouteille qui a servi à la paix entre les Q et les Eloriens. Je trouve ça complètement absurde. Ils auraient pu trouver n'importe quoi d'autre, tu vois. Depuis qu'on a signé la truce, tous les Eloriens sont capables de summoner un Q, des choses comme ça. Non, il fallait qu'elle ait la bouteille, etc. J'ai trouvé ça complètement con, encore une fois, alors que le reste de la scène, je l'avais trouvé plutôt chouette. En fait. Imagine, t'as un soifard qui tombe dessus et qui la vide sans faire gaffe. Franchement, ça craint. Mais quoi. si c'est pas un Elorien, peut-être que ça marche pas. Ah, peut-être. Mais moi, ça m'a perturbé, c'est ce que je te disais en off, Romain. Je l'ai vu comme une sorte de... Tous les Eloriens peuvent le faire, en fait. Ils ont tous un truc... moi aussi, je l'ai pris comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, comme tu le disais, Romain, j'ai l'impression qu'elle dit bien que c'est la bouteille, genre, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre, quoi. Elle le dit. Après... Bon, c'est peut-être moi qui ai l'esprit étriqué. Même si elle le dit, tu peux imaginer qu'il y a quelque chose de métaphorique là-dedans. Et voilà, mais je sais pas, c'était tellement facile. En plus, je te dis, la scène est plutôt pas mal. Ça aurait été tellement facile d'éviter ça, quoi, de dire, tu vois, juste de dire, ouais, ils peuvent l'appeler s'ils veulent. Je trouvais ça con, quoi, cette histoire de bouteille. Je trouvais ça débile. En plus, on n'est pas sûr que ce soit le Q qu'on veut. C'est un Q n'importe lequel, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, et puis pourquoi Guinan a la bouteille, enfin, pourquoi elle l'a amenée sur Terre, enfin, tu vois, il n'y a rien qui va, quoi. Ouais, elle l'a ramenée sur Terre et puis elle est au milieu de ses autres bouteilles, quoi. C'est ça. entre une DSP et puis une Smirnoff. Donc, si vous avez rien d'autre à dire, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, non, c'est bon pour moi. Et j'ai vérifié les dialogues et en effet, elle dit bien ces 7 bouteilles-là, quoi. Eh ben, on va passer aux conclusions. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour la semaine prochaine, Manon ? Qu'est-ce que t'attends, toi, du coup ? Au début, j'allais te dire qu'on règle l'arrestation de Picard le plus vite possible pour revenir à l'intrigue principale, mais du coup, s'il peut y avoir quelque chose d'intéressant avec cette équipe qui surveille la ligne temporelle et qui... Enfin, je sais pas, En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on retourne à l'intrigue principale. Moi, je suis très intriguée par la Queen Borg qu'on a vue dans tout le premier épisode, de savoir du coup qui il y a derrière. J'imagine que c'est Jurati, moi, à ce stade de la saison. Mais, on n'est pas à l'abri d'un twist, ouais. Mais exactement. Du coup, je ne sais plus. À la fois, j'en suis sûre et à la fois, je me dis sûrement pas. Je ne sais plus. Mais franchement, moi, je suis curieuse qu'on retrouve Jurati et la Reine Borg. Ça serait pas incohérent parce que le fait qu'elle soit masquée, c'est, je veux dire... S'il y a une histoire de voyage dans le temps, elle est masquée, il y a Jurati sur la passerelle. Ça peut pas être Raffi, ça peut pas être Seven, ça peut pas être quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois. Et puis surtout, en fait, moi, je suis toujours bloquée à cette scène qui, pour le coup, fonctionnait bien, qui reste ma scène préférée de la saison, à la fois de ce vaisseau qui va exploser, de l'intervention de Q au moment où cette Reine Borg apparaît. Je trouve que j'ai envie qu'on arrive à la faire, en fait. C'est juste que ça prend trop de temps, parce que j'ai envie qu'on résolve le premier épisode, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est de plus en plus, moi, je fantasme un remontage pour faire un téléfilm de 2h30, plutôt que des saisons de 10 épisodes comme ça, c'est dommage, quoi. Il y a une théorie qui fait flipper, qui est, depuis le début, des gens pensaient que c'était la mère de Picard qui était la nouvelle Reine Borg. Elle dit un dialogue que sa mère dit. Puisqu'elle lui dit don't look up dans le premier épisode, quand elle le renvoie dans le passé. Quand le vaisseau explose. Et je me dis, là, ils te remettent ce twist à la fin où tu te rends compte qu'il n'a pas raconté toute l'histoire sur sa mère et qu'à la fin, il l'a libérée. J'espère vraiment que cette théorie horrible ne va pas devenir réalité. Ah oui, ça serait terrible. J'espère aussi, ouais. On croise les doigts. Du coup, on va passer aux actus. Alors, toi, Manu, quel est ton actu ? Je sais qu'il y a un podcast en montage, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas encore d'autres de prévus, d'autres YMCU à venir, mais oui, il y a un épisode en montage sur Moon Knight, épisode 2 et 3, pas mal à être déçu, mais pas tout le monde. Donc, toi en l'occurrence, avec Aurélien, vous avez défendu le truc, donc c'était au moins intéressant d'en débattre, à défaut que la série soit intéressante. Non, sinon, j'ai pas d'autres enregistrements de prévus. Alors, il y a du shitlist toujours, on a enregistré les Pierre Nicolas Cage cette semaine, donc ça sortira lundi, pour vous qui entendez ce podcast samedi, et puis dans 2 semaines ce sera un peu un crossover avec YMCU Shitlist, donc voilà, il y aura d'autres choses intéressantes. Ça c'est cool, j'ai hâte. L'épisode sur Nicolas Cage, je l'attends avec grande impatience. Et toi, Manon ? Eh bien, vous pouvez également me retrouver dans le prochain YMCU qui parle de Moon Knight. Je suis dans la team Manu des gens déçus. C'est vrai, et c'est un podcast où on a quand même beaucoup rigolé. Ouais. Et toi, Romain ?
Moi, j'ai pas d'actu à part que je travaille avec toi sur l'événement First Contact et qu'on vous prépare plein de surprises et qu'on a eu une semaine assez drôle sur le sujet. Moi, je me suis bien amusé cette semaine. Donc voilà, je suis vraiment impatient que cet événement nous arrive. Juste une dernière chose sur Picard, parce que tu as juste demandé à Manon ce qu'elle attendait, mais Manu et moi, on n'a pas dit. Mais juste un Moi, truc. je m'attends à être déçu. Je m'attends à être déçu. Plus ça va, plus depuis qu'ils ont révélé que la saison 3 allait être le réunion qu'on attendait depuis le début du cast de Next Generation, plus je réalise que cette saison est un filler, en fait, la saison 2, plus je réalise qu'ils ont fait le voyage dans le temps, parce que finalement c'est ce qui fonctionne le mieux de manière systématique dans Star Trek, et qu'ils se sont dit au moins on prend aucun risque et on fera un truc plutôt fun. Et Matalas, donc le showrunner, a même dit que au bout d'un moment ils se sont rendus compte que c'était beaucoup de choses à gérer, donc ils se sont partagés le travail et que lui est parti travailler sur la saison 3 tandis que Goldsman a travaillé sur la saison 2, et en fait je réalise que cette saison 2 elle a vraiment été bâclée et que j'attends beaucoup plus sur la saison 3, donc voilà où j'en suis. J'ai presque déjà un petit peu fait le deuil de cette saison 2, par contre toujours très excité d'avoir enfin ce réunion qu'on attendait tellement. C'est vrai que Matalas, quand on le lit dans les interviews, on a l'impression qu'il est quand même... En fait, il parle quasiment que de la saison 3, depuis des mois, même avant que la saison 2 elle commence. Hein. Il parlait déjà en disant la saison 3, putain, je travaille dessus, je peux rien vous dire, mais ça va être génial. Et la saison 2, bah ouais, non, oui, d'accord. Donc voilà. Donc on touche du bois, comme on dit. Moi, mon actu, elle est un peu chargée parce que, outre les podcasts du Cadran Pop chaque semaine, figurez-vous que la semaine prochaine, je vais me téléporter, donc le week-end prochain à Lyon, pour le festival de science-fiction Les Intergalactiques. J'y suis pour plusieurs choses. Alors déjà, je dédicacerai le samedi au 4e salon de la micro-édition. Ensuite, je ferai un enregistrement, du coup, la semaine prochaine du Cadran Pop avec Mehdi Achouch et Cyril Michael pour analyser donc le prochain épisode de Star Trek Picard. Ça sera donc le samedi 23 avril à 19h en salle 3 au Festival des Intergalactiques de Lyon. Ensuite, le dimanche, je commence la journée par faire un enregistrement du Coin Pop sur X-Files, sur le pilote de X-Files avec Mehdi Achouch. Ça sera donc le dimanche 24 avril à 12h30 en salle 2. Et enfin, je terminerai ce week-end avec une grosse table ronde conférence, ou je ne sais pas trop comment dire, sur le renouveau de la science-fiction en série télé. Donc ça sera le dimanche 24 avril en salle du spectacle à 14h avec plusieurs personnes comme le capitaine de Nexus 6, le fossoyeur de films, etc. Entre autres, il y en avait beaucoup d'autres intervenants très intéressants. Bon, c'est la première fois que j'y vais, et encore plus en invité. Donc du coup, je suis vraiment très content qu'on m'ait invité. Et ça a l'air d'être un festival très très cool. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine là-bas, et donc du coup pour un podcast presque en direct, parce que aussitôt enregistré, j'essaierai de faire le montage dans la foulée, de le publier direct, comme ça vous aurez un petit aperçu de ce qu'est ce festival. Gros programme quoi. Ouais, gros programme, en plus bien sûr du Kiss Kiss Bank Bank qui vous attend toujours pour l'événement First Contact. Et donc sur ce, je vous souhaite à tous longue vie et plein de prospérité. Salut. Salut tout le monde. Ciao à tous. Program complete.